Elle m'a dit que lorsqu'elle était adulte avant de mourir, elle avait été ma grand-mère. Ma famille a emmené tout le monde voir la première maison de mes grands-parents. Ils sont passés devant une maison où, une quinzaine d'années auparavant, une petite fille avait été renversée par une voiture et était morte. Ma cousine, qui avait environ 4 ans à l'époque, n'avait jamais été dans le quartier et n'avait jamais entendu cette histoire tragique, a arrêté ce qu'elle faisait et a dit « Oh, c'est là que je suis morte, n'est-ce pas ?» Elle a ensuite recommencé à jouer avec ses poupées comme si rien n'était. J'ai accompagné une amie et ses 2 fils pour voir un musée sur la guerre civile américaine. Son fils cadet avait environ 4 ans, le plus âgé 10 ans. Le plus jeune, que j'appellerais Will, était extrêmement attaché à moi. Il m'appelait son meilleur ami. Il disait toujours que nous étions amis avant, mais il était trop jeune pour expliquer ce qu'il voulait dire. Nous arrivons sur place, nous nous promenons, nous regardons les mémoriaux et les sites de bataille. À un moment donné, Will m'attrape la main et me regarde. Il a des larmes totalement silencieuses qui coulent sur son visage. Ce n'est pas une crise d'enfant. Il pleure, c'est tout. Je m'agenouille et lui demande ce qui ne va pas. « Nous sommes tombés ici, dit-il. Tu es tombé en premier. Puis je suis tombé. Nous sommes allés au paradis. » Je me souviens des poils qui se dressaient sur mes bras. Je me suis toujours senti bizarre sur les sites des batailles de la guerre civile. Je me sentais seul, j'avais froid, j'étais fatigué. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. J'ai juste pensé que c'était la tristesse générale pour les vies perdues. Will ne s'est pas souvenu de tout cela en grandissant. Mais il dessinait sans cesse des soldats, toujours vêtus de bleu ou de gris. Je suppose que nous étions des compagnons de bataille dans une vie antérieure. Je ne sais pas. Apparemment, quand j'étais très jeune, je faisais toujours peur à ma mère en chantant une chanson complète, encore et encore, chaque fois que j'étais dans la baignoire. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucune idée de la langue utilisée, mais que c'était toujours exactement la même. Elle jure que ce n'était pas un charabia d'enfant et qu'il s'agissait manifestement d'une langue à part entière, qui n'était pas notre langue maternelle. J'essaie de m'en souvenir mais je n'y arrive pas. Je me souviens l'avoir chantée et un jour, à l'âge de 6 ou 7 ans, je n'ai plus été capable de la chanter et j'ai été bouleversé par sa disparition. J'aimerais bien savoir ce que c'était. J'ai plusieurs histoires, toutes du même enfant. Tout d'abord, lorsque mon fils avait 3 ans, il m'a raconté qu'il avait été kidnappé et que la police avait accidentellement tiré sur lui et l'avait tué alors qu'elle tentait de le secourir. Lorsqu'il a eu 5 ans, il m'a dit qu'il n'avait jamais été aussi loin dans la vie. Toujours à l'âge de 5 ans, nous sommes passés devant l'ancienne maison de mes grands-parents, qui sont partis il y a maintenant 16 et 18 ans. Il m'a dit, je jouais dans cette maison avec papy, mon père, quand j'étais petit, sauf que la maison était blanche. En effet, la maison était blanche et elle avait été peinte en un horrible gris. Mon père avait également 9 frères et sœurs, dont 3 sont morts en bas âge. Lorsque mon fils aîné avait 3 ans, il se réveillait en pleurant et en disant qu'il voulait rentrer à la maison. Il le répétait sans cesse. Je le rassurais en lui disant que tout allait bien, qu'il était à la maison. Cela s'est produit pendant plusieurs mois. Nous avions une grande carte du monde dans le couloir et un soir, alors qu'il était contrarié, je l'ai emmené sur la carte et lui ai montré où nous vivions et je lui ai demandé où se trouvait son autre maison. Il m'a indiqué une petite ville au Mexique. Jour après jour, il a indiqué exactement le même endroit. Nous l'avons donc emmené là-bas. C'était une belle petite région et nous avons passé un bon moment. Il n'y avait rien de profond dans ses réactions. De retour à la maison, il a commencé à dormir toute la nuit et n'en a plus jamais parlé. Nous vivons en Californie et mon mari et moi sommes tous 2 blancs. Cependant, notre fils a été adopté et bien que son père biologique soit techniquement inconnu, on nous a dit qu'il était probablement hispanique. J'ai été nounou pendant de nombreuses années. Un de mes petits, enfant de 2 ans et incroyablement intelligent,
très avancé sur le plan du développement dans presque tous les sens. Il aimait me dire des choses quand on le préparait pour aller au lit. Ce sont presque toujours ces histoires étranges qui commencent toujours par « quand j'étais une vieille dame ». Et elles étaient toujours très spécifiques. Au cours de quelques mois, il a continué à ajouter très régulièrement à cette histoire. Il jouait aussi parfois le rôle de cette vieille dame, avec un drap sur la tête et marchant lentement comme si son dos lui faisait mal. Faire les courses ou jouer avec ses sœurs comme si elles étaient ses petits-enfants était son préféré quand il faisait cela. Il a ajouté quelques détails spécifiques comme « Combien d'enfants a-t-elle eu ? 4 filles et un fils, et combien de petits-enfants ?» Son mari était décédé dans la cinquantaine, d'une maladie pulmonaire. Une de ses filles était décédée dans la trentaine dans un accident de voiture, laissant 2 enfants qu'elle a accueillis avec l'aide d'une autre fille. Elle avait mal au dos et les pieds douloureux. L'une de ses filles lui frottait les pieds pour soulager la douleur. Tous ses enfants, sauf un, étaient mariés, la fille célibataire vivait avec elle et elle craignait de ne jamais se marier. Elle se souvenait de la mort. Elle avait traversé une rue et été heurtée par une voiture, elle a décrit comment les gens se tenaient autour d'elle, où cela faisait mal, comment quelqu'un l'a finalement emmenée dans une voiture, pas d'ambulance, et l'a emmenée à l'hôpital où elle est morte. Je n'étais pas sa seule nounou, et il était cohérent avec ses histoires. Nous, les nounous, nous nous réunissions et échangions des histoires et je les écrivais parce que j'avais été fasciné par des phénomènes comme les vies passées avant celle-ci et je voulais voir où tout cela allait. Il a également décrit la maison et le quartier dans lequel il vivait. Ceci est particulièrement intéressant car ce gamin venait d'une famille super riche et n'avait jamais vu le genre de logement ou de pauvreté qu'il décrivait. Il a aussi parlé de vivre au bord de la mer. Après quelques mois de dénouement, nous avons visité une ville balnéaire de l'autre côté du pays. Un jour, un membre de la famille avait une fête d'anniversaire alors nous nous sommes entassés dans le van pour conduire, et notre chauffeur s'est perdu, c'est pré-Google Maps et smartphone. Nous avons fini par traverser ce quartier extrêmement pauvre et tout à coup mon petit garçon a commencé à crier et à insister pour que nous dévions vers un couple de rues spécifiques. Il a commencé à pointer vers la fenêtre et nous dire des choses qu'il reconnaissait de quand j'étais une vieille dame. Cela correspondait à ce qu'il avait décrit précédemment en général et nous étions tous tellement intéressés que nous l'avons laissé nous diriger où aller puisque nous allions déjà être en retard pour la fête de toute façon. Il a décrit avec précision ce que nous allions voir autour du prochain tournant plusieurs fois, mais il est devenu extrêmement confus et bouleversé quand il est arrivé à l'endroit où sa maison était parce qu'elle était maintenant un magasin. Le conducteur s'est penché par la fenêtre et a demandé à une personne âgée voisine ce qui était là avant le magasin et on lui a dit « des maisons ». Nous n'y sommes jamais retournés et nous n'avons pas pu obtenir de vérification supplémentaire. Ses parents étaient très préoccupés par cette histoire et par son caractère étrange, alors après cet incident dramatique, nous avons fait un effort actif pour le rediriger vers d'autres histoires et types de jeux. Quand il s'approcha de 3, il commença à raconter moins et moins de ces histoires, et elles devinrent moins et moins spécifiques. Vers 4 ans, il ne se souvenait même plus de nous avoir raconté des histoires sur sa vie de vieille dame. Il pensait que nous plaisantions avec lui. À ce jour, plus de 25 ans plus tard, je ne peux pas vraiment l'expliquer. J'avais une sœur qui s'est noyée avant ma naissance. Lorsque j'avais environ 6 ans, ma grand-mère m'a dit que je lui avais parlé d'une poupée que j'avais cachée sur l'étagère la plus haute de son placard, à l'époque où j'étais une fille sauvage, le surnom que ma grand-mère donnait à ma sœur. Elle a grimpé jusqu'à l'étagère supérieure de son placard, qui était bien au-delà de ma portée à cet âge, et, bien sûr, il y avait l'ancienne poupée préférée de ma sœur. Elle a fondu en larmes et, à partir de ce jour, ma grand-mère chrétienne a cru que j'étais la réincarnation de ma sœur. J'avais l'habitude de plaisanter sur le fait que j'avais été fumeuse dans une vie antérieure. Je n'avais jamais fumé, mais j'avais parfois envie d'une cigarette, par exemple lorsque j'étais stressé. Cette année, j'ai commencé à fumer. J'y ai pris goût immédiatement. Je ne sais pas me servir d'un briquet, mais je peux parfaitement allumer une cigarette avec des allumettes. Et les premières semaines, à chaque cigarette que je fumais, j'avais des images bizarres qui surgissaient dans ma tête. Des cheveux au burn bouclés sur mes épaules,
nettoyant le seuil d'une maison en briques rouges dans une longue rue en terrasse au bas d'une colline, une robe jaune avec un motif de feuilles de palmier distinctif. Une peinture rose qui s'écaille sur le mur d'une salle de bain. Danser dans une grande salle de danse avec un parquet. Et puis j'ai commencé à penser à un petit garçon, et à sa mort, à l'âge de 3 ans, d'une sorte de maladie respiratoire. Honnêtement, je ne sais pas s'il s'agit d'une vie antérieure ou d'une imagination trop fertile. Je pense que je ferai probablement une régression sous hypnose à un moment donné, juste par intérêt. Mais c'est vraiment fascinant. Un homme blanc et un homme noir m'emmènent loin de la plage, alors que je suis un petit enfant, environ 4 ou 5 ans, en me promettant un jus de fruits ou un chiot, je ne me souviens plus lequel, mais d'après ma personnalité dans cette vie, je serais tenté par l'une ou l'autre offre. Après un certain temps de marche, je commence à me sentir mal à l'aise de m'éloigner autant de mes parents qui sont toujours sur la plage. Lorsque nous arrivons à une maison dans un quartier délabré, une vieille femme noire est assise devant dans une chaise de jardin en plastique blanc. D'un ton très sérieux, elle dit aux hommes, « Que faites-vous avec cette petite fille ? Vous savez que vous ne devriez pas avoir d'enfant ici. » L'un des hommes répond en plaisantant, « Vous savez, nous ne faisons que jouer avec elle. » À ce moment-là, je suis vraiment terrifié et je prie silencieusement pour qu'elle me sauve. Au lieu de cela, elle éclate de rire, m'attrape le bras alors qu'on me fait passer devant elle et me dit, « Je suis désolé, chérie, je ne peux pas les arrêter. » Tous mes espoirs s'évanouissent. Je savais que c'était un mensonge, que quelque chose de grave allait m'arriver et qu'elle avait choisi de ne pas m'aider. Après cela, tout est flou. La dernière partie dont je me souviens est le noir et le néant. Ce que je viens de décrire, c'est un rêve récurrent que j'avais quand j'avais 8 ou 9 ans. Au moins 2 ou 3 fois par semaine. C'était si horrible et les détails étaient si précis, mais je savais que la petite fille n'était pas moi dans cette vie. Aujourd'hui encore, je ne sais pas s'il s'agissait d'une terrible vie antérieure ou simplement d'un terrible cauchemar. Je vais préfixer que je suis un homme blanc de Londres âgé de 21 ans. Depuis mon plus jeune âge, aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours regardé dans le miroir et j'ai toujours pensé que j'étais trop pâle. Selon mes parents, j'ai donc eu dès le départ un lien réel avec le mysticisme oriental. Venant d'une famille et d'une école chrétienne, je ne pouvais pas connaître le bouddhisme, mais ma mère m'a dit que dès mon plus jeune âge, j'avais l'habitude de parler des principes clés du bouddhisme, de m'asseoir tranquillement et de méditer, même si je ne savais pas de quoi il s'agissait, c'était juste une chose innée que je faisais, et j'exigeais toujours que nous allions dans le magasin asiatique local, qui vend des éventails, des bouddhas, des dragons, des cloches, ce genre de choses. Chaque fois que nous allions en ville, où j'avais un vrai respect pour ces statues de Bouddha. Cela déconcertait mes parents, car je connaissais tous les principes bouddhistes sans qu'on me les ait jamais enseignés, et ce à l'âge de 4 ou 5 ans et plus, même si à l'époque je n'avais jamais entendu parler du bouddhisme. Quoi qu'il en soit, en grandissant, j'ai vécu avec le sentiment d'avoir un lien très profond avec ce que j'avais appris être le bouddhisme. Mes parents m'ont également dit que dès que j'ai commencé à parler, j'ai commencé à évoquer des souvenirs avec une telle intensité que je ne pouvais pas mentir, alors qu'ils ne m'étaient jamais arrivés. C'est bizarre à décrire, je sais très bien que je n'ai jamais été dans un monastère, mais je me souviens très bien avoir allumé de l'encens dans un monastère étranger orné. De même, j'ai effectué des rituels, comme allumer de l'encens et faire sonner des cloches. Ce sont toutes des histoires dont je parlais à mes parents depuis mon plus jeune âge. Au début, mes parents ont mis cela sur le compte d'une imagination débordante, mais j'avais l'habitude d'en parler si longuement que c'est ma mère qui s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose. En grandissant, d'autres souvenirs sont apparus, et j'ai commencé à croire que je m'étais réincarné en moine bouddhiste, simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre explication. Je ne suis pas schizophrène, je ne suis pas bipolaire ou quoi que ce soit d'autre, je suis parfaitement équilibré, normal socialement, j'ai beaucoup d'amis, je vais bien à l'école, j'étudie même les sciences en licence, mais j'ai ces souvenirs que je n'ai jamais vécus moi-même. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à explorer le mysticisme en général beaucoup plus. Mon histoire ici est un grand nombre de lectures de tarot que je donne, mais c'est à l'université que je suis tombé par hasard sur une société bouddhiste. J'ai décidé d'y faire un tour et j'ai fini par parler à l'une des personnes qui la dirigeait. En ce qui concerne mon ancien nom ou l'endroit où j'ai vécu, je n'en ai aucune idée,
mais je crois fermement que j'ai déjà vécu sur cette planète. Je n'ai pas non plus de problème avec la mort, même lorsque mon père est mort à 15 ans, cela ne m'a pas dérangé, car j'avais le sentiment que la mort n'était pas une fin en soi. De temps en temps, ces souvenirs surgissent, normalement sans crier gare, lorsque quelque chose vous rappelle quelque chose, mais parfois ils me rappellent quelque chose que je n'ai pas fait. L'histoire de Cameron Macaulay est vraiment captivante, surtout si vous êtes intéressé par la réincarnation. Cameron est né à Glasgow, en Écosse, et dès l'âge de 2 ans, il a commencé à raconter des choses très étranges sur une vie passée. Il parlait souvent d'une île appelée Barra, située dans les Hébrides extérieures de l'Écosse, et décrivait en détail une maison blanche avec une vue sur la mer, des plages et des avions qui atterrissaient près de l'eau. Ses parents, qui n'avaient jamais été à Barra, étaient perplexes. Cameron semblait avoir des souvenirs très précis de sa vie sur cette île. Il parlait d'une famille avec une mère nommée Margaret et plusieurs frères et sœurs. Il décrivait des détails comme des toilettes noires et blanches, ce qui est assez spécifique pour un enfant de son âge. Ce qui a vraiment intrigué ses parents, c'est lorsqu'il a mentionné qu'il se souvenait du nom de son autre papa, Sean Robertson. Cameron insistait tellement sur ses souvenirs qu'une équipe de télévision a décidé de filmer leur voyage pour vérifier ses dires. Lorsqu'ils sont arrivés à Barra, les parents de Cameron et l'équipe de télévision ont été stupéfaits. Cameron a reconnu de nombreux endroits qu'il avait décrits, et ils ont même trouvé une maison blanche qui correspondait exactement à sa description. La famille et l'équipe ont découvert que la maison appartenait autrefois à une famille Robertson, ce qui semblait confirmer les souvenirs de Cameron. Ils ont également rencontré des habitants de Barra qui se souvenaient de la famille Robertson et ont confirmé certains des détails que Cameron avait donnés. Ce voyage a eu un impact énorme sur Cameron. Après la visite, ses cauchemars et ses récits de sa vie passée ont commencé à diminuer. Pour ses parents, cette expérience a été bouleversante mais aussi incroyablement révélatrice. Ils ont appris à accepter que certaines choses échappent à notre compréhension rationnelle. L'histoire de Cameron Macaulay reste l'un des cas les plus fascinants et discutés lorsqu'il s'agit de la réincarnation, et elle continue d'intriguer et de fasciner ceux qui s'intéressent au mystère de l'esprit et de la mémoire. J'ai été élevé dans la religion catholique. Mon fils a été élevé dans la religion catholique. Mais je sortais avec un musulman qui écoutait constamment des prières, sur YouTube. Ce jour-là, mon petit ami écoutait une prière censée vous protéger des djinns. Mon fils de 3 ans a levé les yeux de son livre de coloriage et a dit clairement, « Maintenant, ils seront partis pendant 1000 jours. » Mon fils a souri en haussant les épaules et a continué à colorier. Je ne sais pas si c'est vrai, mais mon copain m'a expliqué qu'en récitant cette prière spécifique, on était censé bannir les mauvais esprits pendant 1000 jours. Aujourd'hui encore, j'ai des frissons quand j'y pense. Ma mère était aussi très effrayée parce que je lui ai dit, « Papa était mon bébé, mais je me suis noyé quand il avait ma taille. » J'avais 4 ans. J'avais 4 ans. Mon grand-père s'est noyé quand mon père avait 4 ans. Quand j'avais 6 ou 7 ans, j'ai raconté à ma mère qui j'étais il y a longtemps. Et même qui j'étais longtemps avant ça. J'étais une jeune femme au début des années 1900 et à la fin des années 1800. Je venais de me marier et j'écrivais une lettre à un homme dont j'étais très proche pour le remercier des cadeaux qu'il m'avait envoyés. Il avait fabriqué une magnifique boîte à bijoux avec mon nouveau nom de famille gravé sur la partie supérieure et les côtés sculptés pour ressembler à des vignes. Avant cela, j'étais un garçon qui vivait dans le désert. J'étais très en colère contre ma mère à l'époque, elle m'avait dit des choses blessantes. Je ne comprends pas la langue mais j'ai compris l'essentiel de ce qui a été dit, et je lui ai répondu par des choses blessantes, puis je suis parti en claquant la porte pour me défouler. J'ai entraîné un de mes amis à l'écart et nous sommes allés nous promener pendant que je me défoulais sur lui. Il voulait rentrer chez lui, mais j'ai insisté pour aller plus loin, en disant que je n'y retournerais jamais si j'en avais l'occasion. Il ne voulait pas me laisser seul et nous avons continué à marcher. Une tempête de sable s'est abattue sur nous et nous avons été séparés. Je me souviens encore du sable dans mes yeux, parce que ça faisait mal. Pour faire court, j'ai essayé de le chercher mais je ne l'ai jamais retrouvé. Je suis mort de faim avant de pouvoir le retrouver.
L'histoire de James Leninger est vraiment fascinante. Né en 1998 à San Francisco, James a commencé à avoir des cauchemars terrifiants dès l'âge de 2 ans. Il se réveillait en hurlant des choses comme « avion en feu ». « Petit homme ne peut pas sortir ». Ses parents, Bruce et Andrea Leninger, étaient naturellement très inquiets. James donnait des détails de plus en plus précis sur ses cauchemars. Il parlait d'un avion en flammes, mentionnait des termes comme « corsaire » et « porte-avions Natoma », ce qui semblait très spécifique pour un enfant de son âge. Bruce, intrigué, a commencé à chercher des informations sur ces termes. Il a découvert que le F-4U Corsair était un avion utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et que l'USS Natoma B était un porte-avions qui avait servi dans le Pacifique. La situation est devenue encore plus étonnante lorsque James a commencé à mentionner des détails encore plus précis, comme le nom de son ami, Jack Larsen, et le fait qu'il avait été abattu près d'Iwo Jima. Bruce a pris contact avec des anciens combattants de l'USS Natoma B et a découvert qu'un pilote nommé James Houston Jr. avait effectivement été tué près d'Iwo Jima. En plus, il y avait vraiment un pilote du nom de Jack Larsen qui avait servi sur ce porte-avions. Les détails fournis par James étaient tellement précis et vérifiables que ses parents ont commencé à croire qu'il se souvenait vraiment de sa vie passée. James pouvait même identifier des photos de l'USS Natoma B et des personnes qui y avaient servi. Il connaissait des détails techniques sur les avions de la Seconde Guerre mondiale que seuls des experts connaîtraient. Andrea, la mère de James, a également découvert que James Houston Jr. était un pilote de chasse qui avait été abattu en 1945. James savait des détails sur l'incident, comme le type d'avion qu'il avait abattu et l'endroit exact où cela s'était passé. Tous ces détails ont été confirmés par des archives militaires. En grandissant, les souvenirs de James se sont estompés, mais l'impact de ces révélations a laissé une impression durable sur sa famille. Bruce et Andrea ont coécrit un livre intitulé « Soul Survivor » qui raconte en détail leur expérience et les souvenirs de James. C'est une histoire qui a captivé l'attention de nombreux chercheurs et a suscité un grand intérêt pour la réincarnation et les mystères de la mémoire humaine. Quand il avait 3 ans, mon mari a décidé de faire venir notre fils pour un vol au-dessus de notre ville en Cessna. Quand il était temps de monter dans l'avion, notre garçon est monté sur le siège du pilote et a été extrêmement contrarié lorsqu'on lui a dit qu'il devait bouger. Il a commencé à pleurer et à dire qu'il était désolé. Il ne voulait pas s'écraser l'avion la dernière fois et il a dit qu'il serait bon cette fois. Mon mari a réussi à le calmer en lui signalant que ses jambes étaient trop courtes pour que ses pieds puissent atteindre les pédales. Une fois installé sur la banquette arrière, il s'est mis à se plaindre de ne pas pouvoir utiliser la radio, alors le pilote lui a donné un casque sans le brancher complètement. Notre fils a alors commencé à essayer de soulever la tour pour qu'il puisse vérifier son état et obtenir l'autorisation. À ce moment-là, le pilote devait faire une pause. Il est allé fumer pendant que mon mari parlait à notre fils, qui lui a dit qu'il avait fait s'écraser le dernier avion qu'il avait volé et que beaucoup de gens étaient morts. Lorsque le pilote est rentré, ils ont pu effectuer le vol sans autre problème. Environ 1 an plus tard, nous sommes allés dans un musée aéronautique où on restaurait un vieux Mosquito. Notre fils a dit au conservateur qu'il avait l'habitude de piloter un de ces avions, alors il nous a offert une visite de l'avion. Quand nous sommes arrivés, notre fils a signalé plusieurs choses qui n'étaient pas adaptées avec ce type d'avion, ce qui s'est avéré être correct. Le conservateur nous a dit que l'avion avait été modernisé auparavant et qu'il était maintenant en train d'être restauré à son état initial. Il a également confirmé que les articles que notre fils avait signalés devaient en fait être remplacés. Notre enfant est adulte et ne se souvient pas avoir été pilote auparavant, et il n'a absolument aucun intérêt pour les avions. Quand mon frère avait environ 3 ans dans les années 90, notre famille était assise pour dîner et il a dit au hasard « Papa, tu te souviens quand j'ai vécu en Espagne ?» Nous sommes du Royaume-Uni, et il a continué en disant qu'il vivait en Espagne avant avec son autre famille mais il est mort quand il était sur un voyage de pêche avec son père et la dernière chose dont il se souvient est sa main de papa essayant de le rejoindre comme il s'est noyé. Il a également inventé des noms espagnols pour ses parents qu'il n'avait aucun moyen de connaître ce genre de nom et il a commencé à méditer dans sa chambre de temps en temps. Il a fini par arrêter d'en parler quand il est devenu un peu plus âgé et ne se souvient plus de rien. Fou d'entendre que tant de gens ont des expériences similaires.
Ma grand-mère est décédée il y a environ 10 ans. Nous étions très proches et toute ma vie, elle m'a toujours dit qu'elle serait mon ange gardien après sa mort. Lorsque ma fille, aujourd'hui âgée de 5 ans, avait environ 3 ans, elle avait de terribles terreurs nocturnes et avait du mal à s'endormir. Je passais mes soirées avec elle à la réconforter pour l'aider à s'endormir, à lui lire des livres, à lui parler, etc. Un soir, nous parlions de ce qu'elle aimerait faire plus tard. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle avait déjà été une adulte. Après avoir insisté et demandé ce qu'elle voulait dire, elle m'a dit que lorsqu'elle était adulte, elle était ma grand-mère. Elle m'a ensuite raconté une histoire. Quand j'étais jeune, j'ai eu un accident et je me suis brûlé en l'aidant à préparer le dîner. C'est quelque chose que je ne lui ai jamais dit, mais qui s'est réellement produit. Cela m'a complètement effrayé au début, et elle n'a plus jamais mentionné quoi que ce soit de ce genre depuis. Pas moi, mais mon frère. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de raconter cela. Mes parents m'en ont parlé après l'incident. Ils étaient assez effrayés. Lorsqu'il avait environ 4 ans, mes parents lui apprenaient à utiliser les toilettes. Après avoir vu le papier toilette, il a dit « J'avais l'habitude d'utiliser de grandes feuilles ». Puis il a commencé à raconter une histoire folle. Il a dit les noms de toute une série de frères et sœurs. Sa maison a été construite en 1905 ou 1907, si je me souviens bien, et son nom de famille était Ayé. À l'âge de 9 ans, il jouait dans le grenier d'une grange, il est tombé et est mort. Il a dit « Alors, je suis redevenu un œuf ». Il a complètement oublié tout cela lorsque mes parents ont essayé de lui poser à nouveau des questions à ce sujet. J'aimerais qu'il y ait un moyen de savoir où cela peut bien se trouver dans le monde. Mon frère est né dans le Colorado, mais il aurait raconté l'histoire lorsque nous vivions au Texas. Paradoxalement, mes parents, bien qu'un peu effrayés par l'histoire, ont fini par ne pas y croire. Mon père est un chrétien assez pur et dur, plutôt sceptique, et aucun de mes parents ne croit en la réincarnation. Il se contente de dire « Je ne sais pas où il a pu trouver ces idées à son âge, mais il a dû les inventer. » Cela m'ennuie un peu qu'il n'ait rien écrit. Il aurait été intéressant de savoir si c'est vrai. Ils auraient dû demander « Quelle était ton adresse ? En quelle année était-ce ? Ou quelque chose comme ça. » Personnellement, j'y crois. En tant que personne non religieuse, je trouve l'idée que cesser d'exister n'est pas vraiment une chose assez séduisante. Je sais que mes parents ne seraient pas du genre à inventer quelque chose comme ça, et je doute que mon frère ait été assez créatif pour inventer quelque chose comme ça quand il avait 4 ans. Un matin, j'ai conduit ma plus jeune fille à sa crèche. Elle a regardé par la fenêtre et a pointé du doigt la colline de l'autre côté de la ville en me disant qu'elle avait l'habitude d'y vivre. Je n'y ai pas réfléchi parce que nous avons déménagé il y a peu et que notre appartement était la direction qu'elle regardait. Quelques jours plus tard, alors que nous roulions sur l'autoroute, elle a regardé par la fenêtre et m'a indiqué la colline, me disant qu'elle vivait sur cette colline dans la maison rose. Elle avait 2 filles et un chat. Un jour, la maison a pris feu. Je lui ai demandé où elle avait lu cette histoire, elle m'a répondu que non, que c'était la vieille dame. Je lui ai demandé comment elle s'appelait, elle m'a dit le nom du chat. C'était il y a longtemps, j'ai oublié le nom du chat. Mon fils a parlé pendant plus d'1 an de ses autres papas et mamans, avec un visage tout à fait droit et sérieux. Nous avons une famille recomposée, donc il a moi, maman, et chez son père, son papa, sa belle-mère et son frère. Il a dit qu'il avait 2 fausses mamans et un faux papa, puis une série de vrais. Lorsque nous avons essayé de clarifier les choses en pensant qu'il avait du mal à s'adapter aux nouveaux rôles familiaux, il nous a informé que nous étions les faux et que ses vrais parents étaient beaucoup plus âgés, qu'il vivait loin dans une ferme, avec son frère aîné. Cette histoire revenait régulièrement, ainsi que d'autres déclarations bizarres de sa part. Une fois, aux urgences, dans une salle privée, il entend des voix à l'extérieur, auxquelles il ne prête normalement pas attention. Il s'est redressé, a regardé la porte et a dit « On aurait dit la voix de ma vraie maman ». Il était très excité et animé à ce sujet, mon enfant est habituellement assez impassible, alors c'était un peu bizarre aussi. J'ai décidé d'attendre, mais il est vrai que cela m'a fait peur au début. Il ne l'a pas fait depuis longtemps.
C'était au début de l'après-midi d'Halloween. C'est une période difficile de l'année pour moi, car mon premier enfant est mort-né à peu près à cette date. J'étais assise sur une chaise dans le salon, mon mari était au bureau de l'autre côté de la pièce. Ma fille de 2 ans et demi se déplaçait dans la pièce, sans vraiment faire quoi que ce soit. Comme toujours ce jour-là, mes pensées se tournent vers ma fille mort-née. Soudain, ma fille dépose un livre sur mes genoux, rappelez-vous, elle a 2 ans, elle ne sait pas encore lire. C'était un livre païen pour les parents en deuil. Surprise par cette coïncidence, j'ai fixé le livre du regard. Ma fille l'a ouvert et m'a indiqué un paragraphe de manière impérieuse. J'ai obéi et j'ai lu le paragraphe. Il y était question de la façon dont un enfant qui meurt peut se réincarner dans la même famille, ou quelque part à proximité. Je me suis donc demandé où mon enfant avait pu se réincarner. Ma fille m'a tapoté la jambe et m'a dit « Je suis là, maman ». Je n'ai raconté qu'à quelques personnes que ma défunte mère cachait régulièrement un paquet de biscuits, généralement des digestifs au chocolat, à mes frères et moi, de sorte que lorsque nous recevions des visiteurs, il y avait toujours des biscuits pour accompagner une tasse de thé. Une fois, j'ai surpris ma fille en train de fourrer un paquet de biscuits au fond d'un placard, derrière un gros sac de pâtes. Sur le moment, je me suis dit qu'elle les cachait pour être la seule à les manger, mais je les ai laissés là pour voir s'ils disparaîtraient, peut-être pour lui apprendre à ne pas être égoïste ou quelque chose du genre. Ils n'ont pas disparu, mais sont réapparus lorsque des amis sont venus. Elle est sortie de la cuisine, comme le faisait ma mère, en ouvrant un paquet de biscuits. Elle n'a jamais connu ma mère et je suis presque certain que personne d'autre n'aurait encouragé ce comportement très particulier. Je ne crois pas qu'elle soit la réincarnation de ma mère, mais son altruisme m'intrigue. Elle ne le tient pas de moi, ces biscuits n'auraient pas dépassé quelques tasses de café si j'avais été là. Nous avons une boîte à biscuits dans le placard, qui contient généralement quelques paquets de biscuits, mais lorsque je vérifie combien de paquets j'ai achetés, il en manque un ou je tombe sur un paquet au hasard dans un placard quelque part. Et elle aime bien être celle qui apporte les biscuits quand nous avons de la visite. Ma fille, juste avant d'avoir 5 ans, était dans notre hall d'entrée au milieu de la nuit, encore endormie, gémissant et pleurant. Je lui ai demandé de venir s'allonger avec moi et quand je lui ai demandé quel était son rêve, elle s'est énervée et a dit « ce n'était pas un rêve mais ce qui lui était arrivé avant de devenir une fille ». Elle m'a dit qu'elle se souvenait de l'époque où elle était un mauvais chien et qu'on l'avait forcée à s'endormir. Je lui en ai reparlé plus tard et elle s'est mise en colère, a dit qu'elle était un mauvais chien et s'est mise à pleurer en disant qu'elle ne voulait pas s'en souvenir à nouveau. Elle n'a aucune idée de ce que signifie l'euthanasie d'un chien, et encore moins que c'est ce qui arrive aux mauvais chiens. Mon fils, qui a maintenant 3 ans, est terrifié par les requins depuis qu'il sait parler. Il adore l'eau, les bains et la piscine, mais il a paniqué lors de sa première sortie à la plage après que ma femme l'a emmené dans l'eau. Il s'est mis à hurler à cause des requins et elle l'a ramené dans notre petit coin. C'était l'été dernier, et ce qui est étrange, c'est que nous n'avions aucune idée de la façon dont il aurait pu savoir que les requins sont des prédateurs et qu'il faut en avoir peur. Lorsque nous lui avons demandé pourquoi il en avait si peur, il nous a répondu « ils m'ont arraché la jambe. Je pouvais sentir leur langue avec mon pied. » Par ailleurs, il y a quelques semaines, ma femme regardait des photos et lui a montré une photo d'elle à l'école primaire. Elle lui a dit « tu vois, c'est là que j'allais à l'école quand j'étais jeune, je sais, je t'observais », ce à quoi ma femme a répondu « tu m'observais. Tu me regardais ? D'où me regardais-tu ?» Mon fils montre notre lucarne, tout là-haut. Il s'agit de ma sœur. Nous l'avons toujours appelée le bébé génie et elle a toujours eu l'air d'une vieille âme. Je me souviens que lorsqu'elle avait 4 ans, elle jouait dans une autre pièce et ma mère faisait le ménage. Ma sœur entre dans la pièce et demande à ma mère « Tu as fait le ménage parce que ça sent vraiment l'éther ici ». Comme l'anesthésie chirurgicale utilisée pendant la guerre civile. Je n'avais jamais entendu parler de ce mot auparavant. Lorsque nous lui avons demandé comment elle connaissait l'odeur de l'éther, elle a répondu « c'est ce que nous utilisions à l'époque, je détestais cette odeur ». Ma mère m'a raconté cette histoire. Quand elle était à l'école de droit, sa mère, ma grand-mère,
lui a acheté un collier de perles. Ma mère a continué à porter ce même collier de perles longtemps après la remise des diplômes et longtemps après la mort de ma grand-mère. Ma grand-mère est morte 2 jours après ma naissance, dans le même hôpital. Elle a eu la chance de me tenir une fois, pendant laquelle mon père jure qu'elle a transféré son âme en moi. Une nuit, vers l'âge de 3 ou 4 ans, je me suis glissé sur les genoux de ma mère. Elle portait ses perles et j'ai tendu la main pour les toucher. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Je t'ai acheté ça avant de naître ». Puis je suis retourné jouer. Ma mère dit qu'elle a toujours la chair de poule quand elle pense à cette histoire. Elle m'a demandé si je me souvenais de la date de sa mort ou de celle de sa famille. Ma fille m'a alors parlé de ses 3 frères qui sont morts, et de leurs noms, mais je les ai oubliés, puis de ses parents, et enfin d'elle. Mais elle était un garçon. Puis elle est arrivée dans cette famille, et elle l'aime mieux, parce que nous avons des médicaments qui fonctionnent. Elle a ensuite pleuré pour eux pendant environ 1 heure, et j'ai essayé de l'aider à traverser cette épreuve. Elle avait 6 ans, était autiste et avait un retard de langage. Cela a été un choc pour elle de me raconter toute l'histoire. Le lendemain, elle a raconté la même chose à ma sœur, presque mot pour mot. Mon fils avait peur de dormir. Il me demandait sans cesse s'il se réveillerait. Pendant un peu plus d'1 an, entre ses 3 ans et ses 4 ans, il a parlé de la façon dont, la dernière fois, quand il était bébé, il s'est endormi mais ne s'est pas réveillé. Et il parlait de la tristesse. Et comment il me manquerait s'il ne se réveillait pas. Il me le répétait tous les 2 soirs, mais parfois sans détail et d'autres fois avec plus de détails. Il était si petit que les détails étaient difficiles à obtenir. Il disait qu'il m'aimait et ne m'oublierait jamais. C'était vraiment triste. Il a 7 ans maintenant et ne se souvient de rien. Ma mère jure que quand j'étais enfant je lui ai dit, grand-père dit qu'il était vraiment désolé. Il ne voulait pas faire de mal à la famille quand j'avais environ 8 ans. Je n'ai aucun souvenir de cela. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer son père. Il est mort avant ma naissance. Ma mère a pleuré quand elle m'en a parlé. Apparemment, mon grand-père, le père de ma mère, était un ivrogne. Il a perdu beaucoup de fonctions motrices au début de sa trentaine, d'après ce que je peux dire. La mémoire de ma mère est irrégulière et je n'ai pas pu joindre ses 2 frères, à cause d'un accident. Il a fait un sacré tour après ça. J'ai fait de ma mère, de ses 3 frères et de sa femme une vie d'enfer. Toutes sortes de merde. La première voiture de ma mère a été détruite. J'ai jeté un animal bien aimé. Des conneries générales qui bordaient les abus et parfois pas si bordées. Vers la fin, il a essayé de réparer son erreur. Il a vendu son hôtel à Corpus Christi, au Texas. Il a laissé l'argent et le domaine aux enfants. Essayé de communiquer avec des degrés divers de succès et d'en parler. Quand j'étais jeune, je rêvais souvent d'être un archer romain qui essayait de repousser une attaque des Mongols. Je décrirais les armures et les armes à mes parents sans les avoir encore vues moi-même. À l'époque, je ne savais pas que c'était des armures romaines ou des vêtements et armes mongols. Une fois que j'ai enfin vu l'armure, je me suis dit, oh oui, c'est l'armure de mes rêves. Je me souviens très bien que j'étais dans une petite ligne d'archers à côté d'un fort qui avait un arbre juste à côté, et les envahisseurs sont sortis d'une forêt apparemment dense à cheval. Il y avait aussi une très légère colline qui descendait de l'arbre, à ma gauche. Les attaquants portaient des fourrures et avaient des épées courbes. Ils ont facilement traversé les soldats à pied, et la plupart de nos flèches n'ont pas atteint leur cible. Je me souviens d'avoir été frappé par l'épée de l'homme à l'avant, sur le côté gauche de ma tête. Par coïncidence, il y a un seul cheveu gris qui pousse exactement à l'endroit où je me souviens d'avoir été frappé. Dès que mes cheveux repoussaient un peu, ce gris apparaissait. J'ai essayé de chercher ce fort par diverses recherches d'images Google, mais n'a trouvé qu'un couple qui semble similaire. Je n'ai plus le rêve, mais je me souviens encore de ce à quoi tout ressemblait. L'histoire de Shanti Devi est l'un des cas les plus célèbres de réincarnation en Inde. Né en 1926 à Delhi,
dès l'âge de 4 ans, Shanti a commencé à raconter des détails précis sur sa vie antérieure à Mathura, une ville à plusieurs centaines de kilomètres de là. Elle disait s'être appelée Lugdi Devi, avoir été mariée à un homme nommé Kedarnath et avoir eu un enfant avant de mourir en couche. Ses parents, sceptiques au début, ont finalement été convaincus par les détails spécifiques et vérifiables qu'elle fournissait. Une enquête, à laquelle le Mahatma Gandhi lui-même s'est intéressé, a été menée. Lorsqu'ils ont emmené Shanti à Mathura, elle a reconnu son ancien mari et son fils, ainsi que de nombreux lieux et objets de sa vie passée, confirmant ainsi ses récits. Lorsque ma nièce avait environ 3 ans, elle a demandé au hasard à ma mère si sa propre mère, ma grand-mère, avait les cheveux blonds et les yeux verts. Ma mère a été choquée et a répondu « Oui, c'est vrai. » « Comment le sais-tu » Ma nièce a expliqué que lorsqu'elle était au paradis des bébés et qu'elle attendait de naître, on lui a montré des photos des personnes qui allaient être ses parents. Elle a indiqué que nous figurions tous sur les images, y compris ma grand-mère décédée avant la naissance de ma nièce. Elle n'avait jamais vu de véritable photographie d'elle avant son rapport. Mon frère était très malade lorsqu'il était enfant, il n'a donc pas eu l'occasion de socialiser beaucoup en dehors de la maison. À chaque visite chez le médecin, nous étions pressés d'entrer et de sortir de la pièce. Je viens également d'une famille où l'on regarde très peu la télévision. À l'âge de 3 ans, mon frère a expliqué à la famille un système de croyances que nous avons compris plus tard être le bouddhisme. Il a ensuite demandé à ce que toutes les croix soient retirées de sa chambre, car l'homme sur la croix était recyclé en un nouveau bébé et qu'il était insensé de continuer à regarder son ancien corps. Mon ami a fait une fausse couche avant d'avoir sa première fille. Il y a quelques années, alors que sa fille avait environ 4 ans, un groupe d'entre nous était à une fête et sa fille était assise sur ses genoux et lui a dit quelque chose du genre « Je suis désolé de t'avoir quitté avant maman. » J'avais très mal et je n'étais pas prête. Mon ami lui a demandé ce qu'elle voulait dire et sa fille lui a répondu qu'elle l'avait quitté avant sa naissance mais qu'elle était revenue. C'est vraiment flippant. La fille ne se souvient pas de cette conversation et n'est toujours pas au courant de la fausse couche. J'ai eu une régression spontanée alors que j'étais assise dans ma cuisine. Soudain, je me suis retrouvée assise sous un porche grossièrement taillé et j'ai quitté mon corps d'homme, je suis une femme dans cette vie, pour regarder un homme que je savais être mon mari actuel attaché un cheval à une barre d'attelage devant le porche. Je pouvais sentir l'odeur du cheval. Il avait les cheveux longs attachés avec un ruban noir. Il portait une chemise blanche ample, un pantalon noir et des bottes. J'avais l'impression d'être au début de l'époque coloniale américaine. Puis, en une fraction de seconde j'étais de retour dans ma cuisine. Je n'avais jamais cru à ces histoires de vies antérieures jusqu'à ce jour. Ma fille de 3 ans m'a dit plusieurs fois, j'étais ta mère au paradis. Lorsque j'étais enceinte de 6 semaines, ma mère est décédée inopinément le jour où elle a découvert le secret de ma grossesse à 40 ans. Nous devions lui faire une surprise pour son 75e anniversaire, 2 semaines plus tard, mais une nièce a révélé le secret. Lorsque ma fille a eu 4 ans, nous avons regardé des boîtes de photos. Je n'ai pas de photos de famille affichées chez moi. Plus tard dans la nuit, j'ai réalisé que ma fille avait pris 3 photos de ma mère et les avait mises dans sa chambre. Elle n'avait jamais vu de photos de ma mère auparavant. Je lui ai demandé pourquoi elle avait pris ces photos et elle m'a répondu « Parce que je suis jolie ». Lorsque ma sœur avait 3 ans, elle ne cessait de parler de son frère, Brian. Nous sommes toutes des filles et nous ne savons pas où elle a entendu ce nom. Mais c'était toujours, Brian fait ceci, Brian et moi faisions cela, et ainsi de suite. Pensant que Brian était un ami imaginaire, je lui ai demandé où il était maintenant. Elle m'a répondu, il est mort, moi aussi. La bombe nous a eus et notre maison a disparu. Très bizarre. Ma mère adore raconter cette histoire. Quand j'étais jeune, je voulais vraiment apprendre le russe, alors on m'a inscrite à un cours. En général, le russe était très facile à assimiler et à utiliser pour moi.
Il avait une sorte de sens et je pouvais construire des phrases complexes. Le professeur a dit à ma mère que c'était effrayant, parce que je pouvais le parler d'une manière qu'il ne m'avait pas enseignée, je pouvais comprendre des phrases familières. À ce jour, je l'ai toujours et je n'ai pas perdu mon russe. À l'âge de 3 ans, mon neveu m'a raconté une histoire alors que je le bordais dans son lit. Une voiture est passée et les phares ont éclairé le mur. Il m'a soudain raconté une histoire très cohérente. Avant d'être le bébé de sa maman, il s'appelait Christina. Elle vivait à Toronto, avec une amie. Un homme lui a fait mal à la tête, elle s'est couchée dans une boîte et s'est réveillée comme le bébé de sa maman. Ce sont ses propres mots. Il a une vingtaine d'années maintenant. Il ne se souvient pas de cette histoire. Mais venant d'un enfant de 3 ans, c'était une histoire très claire et détaillée. Cela m'a choqué au plus haut point. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.